La conduite de la transition va en dents de scie, à mon avis. Dans la mesure où beaucoup de dispositions ont été franchement mal prises. Et quelque chose, quand le départ est mal fait, il faut s'attendre à d'énormes difficultés pour y réussir. La transition dès le départ a fait des faux pas en réalité. Il y a des choses qui nécessitent de concertation avant les décisions, ça n'a pas été fait. Il y a des choses devant lesquelles on doit prendre des décisions, même sans concertation, et ça s'est fait avec concertation. Et donc, cela a conduit actuellement à une sorte de subterfuge et de plusieurs rencontres d'idées contradictoires, ce qui est sain d'ailleurs dans une société, mais la contradiction, lorsque elle n'est pas basée sur une réflexion réelle, elle pose toujours problème. Donc, les exigences des uns, et certaines exigences, on a l'impression que c'est vraiment, je m'excuse du terme, mais c'est un peu estudiantin. Et au départ, cela a été aussi rencontré avec force, avec brutalité. Ça a été encore une erreur. Des rectifications sont en train de se faire. On remarque que dernièrement, les manifestations pacifiques peuvent se faire sans gêne. Et ça, c'est un grand pas. Si dès le départ, cela a été adopté comme attitude, je crois que ça aurait pu faciliter énormément de choses. Maintenant, comment, avec cette disparité d'opinion, réussir à les canaliser pour aller vers un dialogue inclusif. Certaines demandes, certaines propositions sont en dehors du cadre totalement. Je donne un simple exemple. Lorsqu'on exige un document pour déclarer l'inclusivité, pas l'inclusivité, mais la souveraineté du dialogue. Mais un document, un décret peut être annulé par un autre décret. La souveraineté d'un dialogue national se prend par l'Assemblée générale. Et c'est comme ça que nous avions agi à l'époque pour la CNS. Les 2 premiers jours ont été consacrés pour seulement débattre de la souveraineté. Évidemment, ceci pose problème dans la mesure où, à l'époque, parlant de la souveraineté, les pouvoirs se voient un peu exclus si le Tchad devait prendre l'exemple du Bénin. Lorsque la conférence s'est déclarée souveraine au Bénin, le président de la République n'avait plus d'autorité, n'avait plus on appelle ça là, des attributions. Tout est revenu à la... Et cela a duré combien de temps? Pour le Tchad, ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire parce que c'est un pays qui vit des menaces permanentes, d'insécurité presque permanente. Et donc, ce qu'on a fait à l'époque, c'est d'équilibrer la souveraineté de la conférence. On a exigé tout simplement l'application intégrale de ces résolutions. Bon, ce qui a été par la suite largement contourné, et c'est là encore, c'est un autre débat. Donc, il y a énormément de sujets comme ça. Lorsqu'on exige que le CMT ou les membres du CMT ne peuvent pas se présenter à des élections, je pense que le problème est faux. Ils peuvent ne pas se présenter
Et dès le départ, même, ils peuvent ne pas avoir l'intention, mais présenter quelqu'un qu'ils soutiendraient, et de façon, ça va être beaucoup plus déterminante que si eux-mêmes étaient candidats. Comment contourner cela? Donc le problème se pose en termes de comment bâtir des lois électorales et des conditions électorales qui peuvent garantir plutôt la sécurité et l'intégralité, la justesse de l'élection. Mais le terme de être candidat ou ne pas être candidat ne se pose pas. Si les lois sont mal faites, cela n'a pas de sens. Et il y a énormément de questions comme ça qui sont posées comme préalable, alors qu'on peut le contourner de façon très simple, en être tout simplement logique. Évidemment, il y a une question de confiance qui se pose. Le système a vécu 30 ans et a acquis des habitudes qui font peur aux autres. Peut-on avoir confiance à ces acteurs-là de changer parce que l'intérêt du pays l'exige? Ça, c'est la question fondamentale.